Il la sauva des eaux quand le fleuve grondait plus fort que les collines et que l'aube n'était encore qu'un voile pâle sur la frontière. Le courant avait l'air paisible, mais il tirait comme une bête. Boone Carter comprit trop tard que quelque chose clochait. Au milieu des remous, une silhouette immense luttait, frappant l'eau avec une précision presque guerrière. Beaucoup d'hommes auraient continué leur route. Pas lui. Il avait déjà reconnu dans ses gestes une volonté de survivre. Quand enfin il la ramena sur la berge, l'eau dégoulinant de sa tunique de peau finement perlée, elle se dressa, près d'1,80 m, les yeux aussi vifs qu'une lame neuve. Ce n'était pas une inconnue ordinaire. Tout, depuis le dessin des perles jusqu'à la dignité de sa posture malgré la toux du fleuve, annonçait l'importance. Elle ne parlait pas anglais. Son regard n'exprimait ni gratitude ni peur, mais une évaluation silencieuse. Avant l'aube, elle disparut, ne laissant que des empreintes humides et une unique plume d'aigle près de son pactage. Boone pensa ne jamais la revoir. Cette idée dura 18 heures. Le soir suivant, le bruit de chevaux fendit la solitude. Une douzaine de cavaliers approchaient, disciplinés comme des guerriers, mais leur ordre avait quelque chose de cérémoniel. En tête chevauchait un homme dont la présence semblait commander l'air lui-même, plus âgé, marqué de cicatrices qui racontaient des batailles, vêtu d'un habit de chef. Son regard trouva Boone aussitôt. Quand il parla, son anglais était clair, mesuré, lourd de sens. « Tu as tiré ma fille de l'eau ?» Ce n'était pas une question. Il savait déjà tout. Et la façon dont il prononça « ma fille » serra la poitrine de Boone. Pas une fille quelconque. Les guerriers derrière lui observaient avec une attention qui ne laissait aucun doute. Ce n'était pas un simple chef. « Je viens parler de ta récompense. » Le mot flotta comme une fumée de feu de signal, porteur d'un enjeu bien plus grand que la simple gratitude. Boone sentit que ce moment bouleverserait sa vie d'homme solitaire. Il ignorait encore que son geste de bravoure allait éprouver son idée même de l'honneur, du destin et de ce que signifie sauver une vie. Le soleil du matin projetait déjà de longues ombres lorsque Boone Carter entendit ce bruit qui changerait tout, ni grincement de selle ni souffle de cheval, mais un clapotis régulier, étrange dans ce pays. Depuis 3 jours, il suivait la rivière en restant sur les hauteurs, d'où la vue s'étendait à perte de vue. Les pluies récentes avaient gonflé l'eau claire en un torrent sauvage que les voyageurs évitaient d'ordinaire. À mesure qu'ils s'approchaient, le clapotis se fit plus net. Dans la brume, une forme luttait contre le courant, des bras puissants mais déjà emportés vers des rochers aigus comme des dents brisées. Boone sauta de cheval, ses bottes cherchant prise sur la berge glissante, et plongea sans réfléchir. L'eau glaciale le frappa comme un coup, mais il avança, fendant les remous jusqu'à la nageuse. Une femme, immense, bâtie pour la force, les cheveux noirs filant derrière elle tel un drapeau. Même sous l'eau, la lumière s'accrochait aux paires de son vêtement, preuve d'un rang exceptionnel. Pas le temps de s'interroger, les rochers approchaient. Il atteignit quand sa tête s'immergea pour la 3e fois, sentit sous le cuir tromper un corps solide, musclé. Elle ne se débattit pas, le jaugea au contraire, ses yeux sombres d'une intelligence tranchante. Ensemble, ils gagnèrent la rive, haletant, et Boone se surprit à éprouver le respect que l'on doit à un chef. Trempée, silencieuse, elle l'observa longuement, et il eut l'impression que c'était lui qu'on sauvait. Quand elle se redressa, majestueuse, il comprit que la sauver serait peut-être la pas la plus simple. Comprendre pourquoi elle se trouvait seule dans ce courant furieux serait l'épreuve réelle. Elle resta muette, l'examinant d'un regard qui pesait chaque détail. Puis elle parla dans une langue inconnue, le ton ni hostile ni reconnaissant, mais chargé d'un sens qu'il ne saisissait pas. Boone leva les mains en signe de paix, se désigna. Boone Carter. Elle inclina la tête, posa une main sur sa poitrine. Ayana. La solennité de ce simple échange paraissait presque sacrée. Elle avançait avec la grâce assurée d'une femme de commandement. Devant son cheval, elle caressa le flanc de l'animal, qui accepta aussitôt sa présence, comme s'il reconnaissait l'autorité. Quand elle se retourna, elle fit un geste vers l'aval puis secoua la tête. Ferme. Message clair, elle ne poursuivrait pas ce chemin. Boone désigna son camp au loin, puis le ciel où le soir tombait. Ayana suivit son geste, acquiesça d'un mouvement bref, réfléchit. Au camp, elle aida à rassembler le boisson qui le demande, geste précis, silencieux, mais ses yeux revenaient sans cesse vers les collines comme si elle attendait quelque chose. Quand la nuit tomba, elle devint plus alerte, se levant pour scruter l'horizon, la main parfois posée sur le manche d'un couteau dissimulé sous la peau souple. Enfin, elle s'approcha, parla encore dans sa langue, cette fois avec une insistance que Boone ne pouvait ignorer. Avec une urgence silencieuse, elle se désigna puis pointa l'obscurité au-delà du feu, secouant la tête avec insistance, avant d'indiquer Boone d'un geste clair qui signifiait « Reste, attends ». Avant qu'il puisse répondre, elle avait ramassé ses affaires encore humides et s'était glissée dans les ombres hors du cercle de lumière.
Il entendit ses pas un instant, puis seulement les sons ordinaires de la nuit sauvage. À l'aube, elle avait disparu, ne laissant qu'une trace, des empreintes s'éloignant du camp et une seule plume d'aigle posée avec une précision trop parfaite pour être le fruit du hasard. En examinant la plume sous la lumière du matin, Boone ne pouvait chasser l'impression que cette rencontre dépassait un simple sauvetage, sans deviner en quoi. Il passa la matinée à suivre les empreintes d'Ayana, cherchant l'histoire qu'elle racontait. Elle filait vers le nord, dans un relief rocheux que même un pisteur aguerri aurait trouvé ardu, mais chaque pas était sûr, calculé. Ce n'était pas une fuite, c'était la marche de quelqu'un qui savait exactement où il allait. Boone glissa la plume dans sa sacoche de sel et reprit sa route vers l'ouest, le regard attiré sans cesse par les collines du nord où la piste s'effaçait. Cette rencontre laissait plus de questions que de réponses, et les questions rongent un cavalier durant les longues heures en selle. À la mi-journée, sous un soleil implacable, il choisit l'ombre d'un bouquet de peupliers près de la rivière pour reposer son cheval. Il vérifiait les fers quand il les entendit, plusieurs montures venant de l'est. À l'horizon éclatant se dessinaient 12 silhouettes en ordre impeccable, vêtues comme ceux qui vivent dehors toute leur vie. Mais leur formation avait quelque chose de cérémoniel, rien d'une simple patrou partie de chasse. L'homme qui menait le groupe imposait le respect de loin, assis sur sa monture avec une autorité naturelle qu'aucun apprentissage ne donne. Plus ils approchaient, plus cette présence se confirmait. Il paraissait avoir 50 hivers, la chevelure encore noire striée d'argent, le visage et les mains marquées de cicatrices choisies par la survie plutôt que le hasard. Sa tenue, à la fois pratique et ornée de symboles, parlait d'un prestige gagné par les actes. À 20 pieds de Boone, le chef mit pied à terre d'un mouvement fluide. Ses yeux sombres scrutèrent chaque détail du camp, du cheval, des armes, puis Boone lui-même, avec la précision d'un homme capable de lire un caractère dans la façon de soigner son équipement. « Tu as tiré ma fille de l'eau », dit-il en anglais, d'une voix à la cadence diplomatique. Le choc frappa Boone. Ce n'était pas une menace, mais la preuve que cet homme savait déjà tout, jusqu'au moindre détail. « Ta fille » balbutia-t-il. Le regard du chef avait la même intensité intelligente que celui d'Ayana. « Elle s'appelle Ayana. Elle m'a parlé de l'homme qui a risqué sa vie pour une inconnue. » Boone bouillonnait de questions, mais l'autre reprit. « Je suis Nasta. Ce nom a du poids ici. Chef de mon peuple. Et toi, Boone Carter, tu as fait quelque chose qui exige reconnaissance. » Le mot flotta dans l'air, porteur de sens que Boone ne saisissait pas encore, mais le ton laissait deviner une importance bien plus grande qu'un simple remerciement. D'un geste, Nasta l'invita à s'asseoir, transformant ce qui aurait pu être une confrontation en entretien solennel. Les autres guerriers, toujours à cheval, se détendirent légèrement, tout en gardant des positions prêtes à réagir. « Ma fille n'était pas dans cette rivière par accident. » commença Nasta, s'asseyant en tailleur avec l'aisance d'un homme rompu au conseil en pleine nature. « Elle y était par devoir, par honneur, parce que parfois le chemin le plus dangereux est le seul qui mène là où nous devons aller. » Boone se pencha malgré lui. Chaque mot semblait porter plusieurs couches de sens. « Il y a 3 jours, poursuivit Nasta, nos éclaireurs ont signalé des étrangers traversant notre territoire, des hommes sans respect pour la terre, prenant ce qu'ils voulaient et laissant la destruction derrière eux. Ma fille s'est portée volontaire pour traverser la rivière et découvrir leurs intentions. » Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Boone. Ayana n'avait pas franchi l'eau par loisir mais en mission d'éclaireur, au risque de sa vie. Le courant était plus fort que prévu, dit Nasta, et pour la première fois sa voix laissa percevoir une faille. Elle est forte, habile, mais la rivière n'épargne personne. Boone hocha la tête, se souvenant de la lutte acharnée d'Ayana contre les flots. Encore quelques minutes. Oui, coupa Nasta, et mon peuple aurait perdu non seulement une fille, mais notre futur chef. Le poids de la révélation s'abattit sur Boone. Il n'avait pas seulement sauvé une femme, mais l'héritière d'une tribu importante. Cela crée ce que nous appelons une dette d'équilibre, expliqua le chef. Quand on sauve la vie d'un leader en risquant la sienne, la gratitude ne suffit pas. Un des guerriers dit quelques mots dans leur langue. Nasta acquiesça puis reprit. « Mes hommes me rappellent que tu aurais pu poursuivre ta route. » Beaucoup l'auraient fait. La rivière était traîtresse, l'issue incertaine. Mais tu as choisi le risque plutôt que la sécurité, le devoir envers une inconnue plutôt qu'envers toi-même. Boone se dit. « N'importe qui d'honorable ?» ?»« Non, » répondit Nasta avec force. « Beaucoup parlent, peu agissent quand l'instant vient, et moins encore pour quelqu'un qui n'est pas des leurs. » Le chef se leva, alla à son cheval, fouilla une sacoche et revint avec un paquet enveloppé de cuir souple. « Voilà pourquoi je suis venu, » dit-il, sa voix prenant une solennité qui fit redresser même ses guerriers. « Pour discuter de ta récompense. » Le cœur de Boone s'accéléra. Ce mot promettait plus qu'un simple présent ou un passage sûr. « Mais d'abord,
Continua Nasta, tu dois comprendre que ce que je vais offrir changera ta vie à jamais. Une fois proposé, rien ne pourra être retiré. Une fois accepté, rien ne pourra être défait. Le silence ne fut troublé que par le bruissement des chevaux et le murmure lointain de la rivière, là où tout avait commencé. Lentement, Nasta défit l'enveloppe de cuir, révélant un médaillon finement ouvragé qui saisit la lumière de l'après-midi. Le métal n'avait rien des parures grossières des comptoirs de frontières. Il portait la marque d'un art ancien, chargé d'une profonde signification. Ce médaillon est dans ma famille depuis cette génération. Nasta présenta le médaillon pour que Boone en contemple les gravures fines qui couraient sur toute sa surface. Il n'est remis qu'à ceux qui ont prouvé qu'il méritait notre confiance et notre respect les plus profonds. Boone observa l'objet. Magnifique, certes, mais il pressentait que ce n'était pas là la récompense entière que le chef avait évoquée. Le ton solennel de Nasta, le sérieux des guerriers, annonçait quelque chose de bien plus grand. Le médaillon n'est qu'un symbole, reprit Nasta en l'enveloppant de cuir avec précaution. La véritable récompense est ce qu'il représente, l'acceptation dans notre tribu comme membre à part entière, avec tous les droits et les devoirs que cela implique. Ces mots frappèrent Boone avec une force inattendue. Lui qui avait toujours vécu en nomade, sans attache durable, n'avait jamais imaginé vraiment appartenir à un lieu. L'idée l'attirait autant qu'elle l'effrayait. « Tu aurais des terres à appeler tiennes », expliqua le chef, « la protection de la tribu, une voix dans nos conseils. Et, si tu te montres digne avec le temps, la possibilité d'un mariage avec quelqu'un de rang approprié. » Boone pensa aussitôt à Ayana, à ses yeux vifs et à sa prestance, devinant l'allusion sans qu'elle soit dite. Mais Nasta reprit. Plus grave, accepter signifie abandonner totalement ton ancienne vie. Tu vivrais comme nous, suivrais nos coutumes, accepterais nos lois. Il n'y aurait pas de retour possible à l'existence solitaire que tu connais. Un guerrier parla brièvement dans leur langue. Nasta acquiesça. Mes hommes me rappellent que nous n'offrons pas cela à la légère. En 20 années de commandement, je l'ai proposé seulement 2 fois, chaque fois à un homme qui avait sauvé la vie d'un des nôtres dans des circonstances prouvant son caractère hors de tout doute. Boone fixa le médaillon enveloppé, tentant de comprendre. Un foyer, une famille, un peuple, tout ce qui avait manqué à son existence errante. Tu n'as pas à répondre tout de suite, ajouta Nasta, bien que son ton laissait entendre que l'offre n'était pas éternelle. Mais sache que nos éclaireurs signalent l'arrivée d'autres étrangers, ce que ma fille suivait quand elle a failli se noyer. Leurs intentions sont obscures, mais leurs actes laissent penser qu'ils représentent une menace. L'implication était claire. Entrer dans la tribu signifiait partager ce danger. Si tu acceptes, poursuivit le chef, tu devras te tenir à nos côtés contre tout danger. Ta vie sera liée à la nôtre, bien au-delà d'une simple amitié ou alliance. Boone leva les yeux vers lui, sentant que sa réponse déterminerait non seulement son propre avenir, mais peut-être celui de tous les présents. Le poids de la décision s'abattit sur ses épaules. Toute sa vie n'avait été qu'errance, liberté de choisir sa route sans tenir compte des autres. L'idée d'un engagement permanent paraissait étrangère et pourtant étrangement séduisante. « Puis-je savoir, demanda-t-il prudemment, ce qu'il est advenu des 2 hommes qui ont accepté avant moi ?» Nasta se fit grave. Le premier s'est montré digne en tout. Il devint l'un de nos guerriers les plus respectés et vécut parmi nous 30 années jusqu'à ce que l'âge l'emporte. Ses enfants portent encore son héritage. Il marqua une pause. Le second, lui, découvrit que la vie de responsabilité partagée n'était pas ce qu'il espérait. Après 2 années, il choisit de partir. Nous nous sommes quittés en amis, mais il ne put jamais revenir. Cette honnêteté toucha Boone. Nasta ne cherchait pas à embellir la réalité. Ces étrangers, demanda Boone, quel danger représente-t-il vraiment? Un guerrier se pencha. Parla vite. Nasta traduisit. Grey Wolf dit qu'il vole des chevaux, chasse dans nos terres sacrées, manque de respect à la terre elle-même. Hier, ils ont brûlé une portion de forêt simplement pour se frayer un passage. Cette destruction gratuite inquiéta Boone plus qu'une hostilité ouverte. Des hommes capables de tel mépris étaient imprévisibles et dangereux pour tous. Combien sont-ils? Nos éclaireurs comptent 15, peut-être 20, bien armés mais mal organisés. Ils avancent comme des hommes habitués à prendre ce qu'ils veulent sans en payer le prix. Boone pensa à Ayana, à sa vigilance près du feu, à sa manière de scruter l'horizon. Si elle avait enquêté sur ces hommes quand la rivière avait failli l'emporter, la menace était réelle. Si j'accepte, demanda-t-il lentement, devrais-je aider à les affronter? Tu devras te tenir avec ton peuple, répondit Nasta, comme nous nous tiendrons avec toi. Voilà ce que signifie appartenir. La simplicité de ces mots avait un poids immense. Boone avait passé des années à fuir ce genre de lien, croyant en une indépendance qui lui apparaissait soudain comme une prison. « J'aurais besoin d'en savoir plus sur vos lois,
vos coutumes, dit-il, je ne voudrais pas, par ignorance, vous faire honte. Une lueur d'approbation passa dans les yeux de Nasta. Ayana se portait volontaire pour être ton guide si tu acceptes. Elle connaît nos usages mieux que quiconque et elle a déjà déclaré que tes actes prouvent ta valeur. Le nom d'Ayana fit naître une chaleur inattendue dans la poitrine de Boone. L'idée d'apprendre d'elle, de voir son intelligence exprimée en enseignement, l'attirait plus qu'il ne voulait l'admettre. « Combien de temps ai-je pour décider » demanda-t-il. « Le soleil se couchera dans 4 heures, » répondit Nasta. « Quand il se lèvera, tu devras me donner ta réponse. » L'échéance était plus proche que Boone ne l'avait cru, mais peut-être convenait à elle. Certaines décisions exigent d'être prises avant que le doute ou la peur n'étouffe le courage. L'après-midi avançait. Nasta et ses guerriers établirent leur camp tout près, lui laissant l'espace de réfléchir tout en marquant leur attente. Leur proximité paraissait respectueuse, non menaçante, mais rendait impossible d'esquiver le choix. Boone se retrouva sur la berge où il avait sauvé Ayana. Le courant coulait toujours fort et indifférent aux drames humains. Il tenta d'imaginer sa vie s'il acceptait. Son existence solitaire lui sembla soudain moins liberté que vide. Il pensa à ses innombrables nuits seul avec son cheval, sans personne pour se soucier de sa survie. L'indépendance qu'il chérissait prenait des allures d'exil. Mais accepter l'offre de Nasta signifiait plus que trouver une compagnie. Cela voulait dire assumer la responsabilité d'autrui, participer aux décisions d'une communauté entière, risquer le conflit avec les étrangers qui menaçaient ce territoire. Comme appelé par ses pensées, un pas s'approcha derrière lui. Il se retourna. Ayana sortit des arbres, avançant avec la même grâce silencieuse qu'il se rappelait. Elle avait quitté ses vêtements détrempés pour une tenue à la fois pratique et cérémonielle, ornée de perles qui semblaient conter des histoires qu'il ne savait pas lire. « Mon père dit que tu réfléchis à son offre, » dit-elle en anglais au léger accent. « Oui, » répondit Boone, « mais je ne suis pas sûr d'être l'homme qu'il imagine. » Ayana s'avança, le scrutant de ses yeux perçants. « Quand tu m'as tiré de la rivière, as-tu réfléchi à savoir si tu étais l'homme qu'il fallait pour cette tâche ?» La question surprit Boone. « Non, j'ai simplement agi. »« Exactement, » répondit Ayana. « Tu as vu une personne en danger et tu as réagi sans calculer le risque ni te demander si tu étais qualifié. C'est pourquoi mon père pense que tu pourrais trouver ta place parmi nous. » Elle indiqua la rivière. « Nos coutumes disent que celui qui sauve une vie devient responsable de cette vie d'une certaine façon. Mais elles disent aussi que la personne sauvée devient responsable de la vie de son sauveur. » Le cœur de Boone s'accéléra devant les implications. Qu'est-ce que cela signifie exactement? « Cela veut dire, » reprit Ayana en s'avançant jusqu'à ce qu'il sente le parfum de sauge et d'herbe douce de ses cheveux, « que si tu rejoins notre tribu, tu ne seras pas seul pour apprendre nos usages. Je serai lié par l'honneur à t'aider à réussir. » La chaleur de sa voix promettait que ce lien ne serait un fardeau pour aucun d'eux. Les étrangers dont a parlé ton père, demanda Boone, à quel point sont-ils dangereux? Le visage d'Ayana s'assombrit. Assez pour que nos éclaireurs rapportent qu'ils s'approchent de notre village principal. Assez pour que nos guerriers se préparent à un affrontement. Si tu nous rejoins, ce sera à un moment où ton courage pourrait être vite mis à l'épreuve, mais aussi à un moment où un guerrier supplémentaire, surtout un dont la bravoure est déjà prouvée, sera précieux pour notre peuple. Le soleil déclinait, teignant le ciel d'or et de pourpre. Boone sentit que l'heure de sa décision arrivait. Quand le disque toucha l'horizon, il revint vers le feu où Nasta l'attendait. Le chef leva les yeux, impassible. « J'ai une réponse » dit Boone en s'asseyant en face de lui. Les guerriers se turent, et même Ayana, qui l'avait suivi depuis la berge, retint son souffle. « J'accepte votre offre » poursuivit Boone, sentant le poids de chaque mot. « Mais sachez que je n'ai jamais appartenu nulle part. Je ne serai peut-être pas doué au début. » Un sourire, le premier vraiment chaleureux, illumina le visage de Nasta. Les meilleurs membres d'une tribu sont souvent ceux qui choisissent d'y appartenir plutôt que ceux qui y naissent. Il prit le paquet de cuir et défit à nouveau le médaillon. « Il t'attend depuis l'instant où tu es entré dans cette rivière, » dit-il en se levant. Quand il passa la chaîne autour du cou de Boone, le métal, tiède comme s'il avait bu la chaleur du feu, reposa contre sa poitrine avec une gravité rassurante. « Bienvenue parmi nous, Boone Carter » déclara solennellement Nasta. « Dès ce jour, ton bien-être est le nôtre, tes luttes sont nos luttes, tes victoires sont nos victoires. » Les guerriers exprimèrent leur approbation dans leur langue, et Boone fut surpris de l'importance qu'il accordait à leur acceptation. Mais c'était le sourire d'Ayana, clair et sincère dans la lumière des flammes, qui le réchauffa vraiment. Nasta reprit d'un ton plus pratique. « Nous avons des affaires urgentes. Les étrangers se rapprochent. Demain, nous devrons agir avant qu'ils ne menacent davantage notre peuple. »
Boone acquiesça, comprenant que sa première épreuve comme membre de la tribu viendrait plus tôt qu'il ne l'avait pensé. « Que voulez-vous que je fasse ?»« Ta connaissance de la manière de penser de tels hommes nous sera précieuse, » répondit Nasta. « Beaucoup de nos guerriers ont combattu d'autres tribus, mais peu ont affronté des hommes qui détruisent pour le plaisir. » Pendant l'heure suivante, tandis qu'on élaborait des plans et des stratégies, Boone proposa des idées et posa des questions que l'on écouta avec respect. Pour la première fois de sa vie adulte, il faisait partie de quelque chose de plus grand que lui. Quand le feu s'éteignit et que le groupe se prépara au repos, Ayana vint vers lui une dernière fois. « L'offre de mon père incluait la possibilité d'un mariage, dit-elle doucement, avec une franchise surprenante et rafraîchissante. Mais ce choix nous appartiendra si un jour nous découvrons que nous nous convenons. » Boone soutint son regard, point. « J'aimerais avoir cette chance. » Elle hocha la tête, satisfaite, point. « Alors nous verrons ce que l'avenir nous réserve. » Le lendemain matin, ils chevauchèrent côte à côte vers le village tribal où Boone commencerait sa nouvelle veille, point, et elle comprit que la récompense inattendue offerte par Nasta valait bien plus que l'or ou la terre. C'était la possibilité d'appartenir à un lieu, de participer à quelque chose de véritable, et peut-être de trouver une compagnie qui donne un sens à toutes les épreuves. Le sauvetage dans la rivière n'avait duré que quelques minutes, mais ses conséquences marqueraient le reste de ses jours.